Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, pour l'émission numéro 44, le début d'une grande entrevue et aujourd'hui, on parle de transport en commun. Bienvenue à Studio Libre. Vous connaissez tous l'expression « un petit train va loin ». Mais évidemment, pour avoir un petit train, il faut le bâtir. Et pour le bâtir, ça prend de l'argent. Et quand ceux qui nous donnent l'argent nous disent « Ah, t'as plus ton argent », disons que le petit train va pas très très loin. On va en parler d'ailleurs transport en commun avec le conseiller de Buckingham, M. Edmond Leclerc, bonjour. Bonjour. Et président de la STO aussi. Ces jours-ci, c'est drôle parce que quand j'ai demandé l'entrevue, ça a commencé à brasser beaucoup à la STO. Bon, on a eu des cas avec des personnes. Après ça, on a eu du départ l'argent aussi qui vous a été retiré pour les études. C'est plus sous le contrôle de Gatineau, mais bien sous le contrôle de Québec. J'imagine quand on reçoit une nouvelle comme ça, on doit se dire, mais là, attends une minute, là. C'est parce que nous autres, on a des contrats, on est en selle pour faire quelque chose, puis là, tu dis non, finalement, ça marchera pas. Comment a été accueillie cette nouvelle-là? On est passé par toute la gamme d'émotions, c'est évident, parce qu'au niveau de la STO, on a deux projets majeurs sur lesquels on travaille, deux priorités. Ben oui. Un à l'Est, un à l'Ouest. Donc, quand il y en a un des deux qui fait l'objet d'un définancement, c'est sûr que ça nous amène des questions préoccupantes. La question du tramway, on l'a vu, là, le gouvernement du Québec a dit vous n'aurez plus l'argent pour maintenir un bureau de projet. Fait que le bureau de projet qui, oui, avait des contrats en cours, avait des livrables, on est en train de prendre des relevés de terrain, on est en train de faire des études, des mises à jour d'achalandage pour projeter la meilleure offre possible pour ce projet-là et préparer la réalisation dans quelques années. Donc là, du jour au lendemain, ce projet-là ne relève plus de la STO, il va relever de Mobilité Infra-Québec, donc une agence gouvernementale, mais ça fait en sorte que chez nous, on a une quarantaine d'employés qui se retrouvent du jour au lendemain à plus avoir de job au sein du bureau de projet, donc à devoir être relocalisés. On avait des contrats qui doivent soit être transférés, soit être annulés. On parle de contrats de plusieurs dizaines de millions de dollars. 114 millions de dollars, le plus gros contrat qui était avec un consortium international. Donc, on brasse beaucoup de choses, mais là, du jour au lendemain, on réalise que ce ne sera plus à nous de faire avancer ce projet-là. Oui. Et tout récemment, on a appris que Québec, vous avez comme un peu demandé de choisir. On peut le comprendre au niveau financier. Eux autres vont dire, regarde, nous autres, on va financer tel ou tel projet, soit le Rapibus, soit le tramway. Et on comprend que la décision, nous, on a dit non, on veut faire les deux. On est capable de les faire les deux en parallèle. Un à l'externe, le tramway, et un à l'interne, le Rapibus. Et Québec a somme toute dit, non, c'est pas de même que ça marche. C'est nous qui dictons les règles. Donc, j'imagine qu'on se retrouve un peu avec le collet à la gorge. Là, on est plus maître chez nous, j'allais dire. Là. Oui, il faut être rassuré par contre sur une chose. Là. Puis moi, justement, j'ai pris le temps cette semaine. C'est tout frais. Là. Je suis allé à Québec rencontrer le ministre régional avec le ministre des Transports. Fallait qu'on mette au clair certaines choses. Donc, de dire que le projet de tramway tombe complètement à l'eau, c'est faux. En fait, il y a une agence gouvernementale qui a un mandat relié à ça. Le mandat, c'est pas là, comme nous, on faisait à la STO, de préparer la réalisation du projet. C'est plutôt de revoir la portée de ce projet-là, puis surtout de revoir son financement. Donc, on m'a bien fait comprendre là, au ministère, là, puis par les ministres responsables du dossier, que faut oublier ça, le modèle traditionnel, là, où est-ce qu'on a un gouvernement qui paye tout le projet. Il n'y en a plus d'argent au Québec pour des projets de transport en commun de cette ampleur-là. On a vu le budget là, récemment. Là. Exactement. Il faut se tourner vers des modèles de financement qui sont différents et c'est pour ça que Mobilité Infra-Québec va avoir la responsabilité de revenir dans quelques mois, en novembre prochain. Ça tombe après l'élection provinciale. Et ils vont offrir une possibilité au gouvernement provincial de faire financer ce projet-là, mais pas seulement par le gouvernement. Donc, il va y avoir d'autres bailleurs de fonds impliqués. Moi, je ne les connais pas. Vous pouvez demander peut-être à la ville ou à la STO, ça ne relève plus de nous. On n'a pas de réponse à ça. Ça va vraiment être Mobilité Infra-Québec qui va devoir proposer un plan de match. C'est entre leurs mains maintenant, mais à la STO, nous, on va collaborer avec eux. Donc, vous pouvez être certain qu'on va leur fournir nos études, on va leur fournir notre aide, mais c'est vraiment de leur ressort maintenant de trouver la suite. Par contre, pour la Rapibus, puis ça, c'est un projet qui
peut-être qu'on en a moins parlé, là, mais sachez que c'est tout aussi prioritaire pour moi et pour la STO de livrer ce projet-là dans l'est de la ville. On parle du prolongement entre le boulevard Lorrain et le boulevard de l'aéroport. Et ça demeure chez nous. Par contre, on attend une confirmation du financement. Puis ça aussi, ça fait partie des choses qu'on a précisées avec le ministre là, pas plus tard que cette semaine. Et là, ce projet-là du Rapibus, on l'attend parce que ça, c'est concret. On parle pas dans 5 ou 10 ans comme un tramway là, avec toutes les études et compagnies que ça prend et la bâtisse avant de le mettre en œuvre. Là, Rapibus, en dedans de quoi? 2 ans peut-être, on est capable de mettre ça en œuvre? Ça demeure un projet de grande envergure, là, mais oui, c'est quelque chose qu'on connaît. Donc, c'est le prolongement d'un mode de transport qui existe déjà. C'est la phase 3. Donc, on avait déjà prolongé jusqu'au boulevard Lorrain. Là, ça va être jusqu'au boulevard de l'aéroport. Et ça nécessite quand même une étude d'opportunité qui démontre vraiment qu'il y a un besoin. Et cette étude-là va pouvoir être publiée dans les prochaines semaines parce qu'on va recevoir éventuellement l'autorisation du ministère. Donc, ça va être un projet à la hauteur quasiment de 150 millions de dollars. On parle de 144 millions de dollars. C'est majeur. Et une fois qu'on va pouvoir avoir l'autorisation de lancer les appels d'offres, on peut là, estimer environ 7 ans avant la mise en service. Oh, quand même, c'est pas demain, là. Non. Et quand on prend des décisions comme ça, on se demande, bon, 144 millions, où est-ce qu'on met les 144 millions? Bon, je peux comprendre qu'un peu d'asphalte, mais à un moment donné, on n'a pas besoin de 150 millions d'asphalte. Qu'est-ce qui coûte cher dans ça? Je suis à la même place que vous. On le voit là, au Québec, là, ça n'a aucun sens, le coût des infrastructures. Puis il y a une portion là-dedans où est-il faut être réaliste, là, des travaux avec l'inflation, avec les coûts. C'est normal que ça coûte quand même plusieurs dizaines de millions de dollars. Puis il y a aussi une portion où est-ce qu'on se dit, est-ce que c'est parce qu'on est trop exigeant sur certains prérequis, sur certaines études, sur certaines analyses, ou est-ce qu'on dédouble? La STO va déjà faire des analyses, mais évidemment, tout ça va être revu par ensuite les bailleurs de fonds, le gouvernement provincial. Puis, on dédouble souvent des structures, puis là, on regarde qu'est-ce qui se fait en Chine, on regarde qu'est-ce qui se fait ailleurs dans le monde, puis un projet de cette sorte-là va se faire beaucoup plus rapidement, à moindre coût. Fait que là, en Chine, par exemple, on voit parfois que ça tombe, là. Sauf que, n'empêche que des projets majeurs au Québec, là, on se rend compte qu'il y a beaucoup de red tape. Puis il faut qu'on réalise à un moment donné que ces projets-là, ils doivent avancer parce que ça se ramasse toujours dans les cours des municipalités de voir des projets prendre une plus grande ampleur. Catherine Fournier, la mairesse de Longueuil, j'en m'en allais directement là. L'a bien imagé, le feu de circulation qui coûte 1 million de dollars. Combien de feux de circulation il va y avoir dans le Rapibus? Je veux dire, on va traverser des artères, on a un viaduc, en fait un petit pont là, pour traverser la rivière, on a quelques stations, fait en bout de ligne, tous ces petits aménagements-là coûtent une fortune à réaliser avec les études qui viennent avec et tout ça. Puis je dis pas que c'est tout inutile. Là. Des études environnementales et tout, c'est important. On veut des bons projets durables, mais on est dans un contexte parce que tout coûte extrêmement cher. Puis là, ça nous force à faire des choix. Et c'est un projet qu'on ne peut pas, comme la mairesse Catherine Fournier à Longueuil dit, si on a besoin d'une caserne de pompiers, on peut s'unir, exemple donné, avec Laval, qui va faire un plan d'ingénierie et on va construire la même caserne avec le même plan, juste sur un différent terrain. Là, par contre, un Rapibus, est-ce qu'il y a d'autres municipalités, de villes de la même importance que Gatineau qui a ce genre d'infrastructure-là? Je pense à Montréal, mais... C'est propre à chez nous. Il y a des services rapides par bus, donc des voies réservées aux autobus, mais complètement dédiées en site propre. À Montréal, le CRB-P9, par exemple, en est un exemple. Mais en Outaouais, il n'y a aucune commune mesure Gatineau versus les autres municipalités. Donc, c'est sûr que c'est sur nos épaules. Évidemment qu'il faut y avoir l'aide du gouvernement provincial au niveau financier pour réaliser l'ensemble du projet. Ça ne peut pas être les taxes municipales via la quote-part à la STO qui payent ces projets-là. Il faut déjà payer les opérations, les autobus, les chauffeurs, l'exploitation de la STO. Donc, les projets d'immobilisation, ça doit être fourni par le gouvernement du Québec. Et c'est là-dessus, présentement, qu'on avait des discussions parce que c'était pas clair. On sentait une volonté politique de réaliser le projet de Rapibus. Par contre, au niveau administratif, le ministère des Transports, l'équipe de la STO, les discussions aboutissaient pas à nous permettre de lancer les premiers appels d'offres pour la réalisation. Et là, aujourd'hui même, là, on est le jeudi 2 avril, j'écoutais une émission de radio et on a appris que la STO avait fait quand même un bon coup parce que, il faut savoir que
pour l'année dernière, je pense qu'on parlait d'au-dessus de 8 millions et demi de litres. Imaginez la grosseur pour les opérations des autobus et de tous les véhicules de la STO. Et donc, on a réussi quand même à geler un prix parce qu'on le gèle une fois par année pour toute l'année parce qu'évidemment, on achète au volume, donc on a un pouvoir de négociation. On a réussi quand même à avoir un prix qui était relativement peu élevé comparativement au prix actuel là, qu'on a. Donc, on a réalisé quand même des économies. J'imagine que ça, au moins, ça fait un baume sur tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est dit de la STO là, dans les derniers mois. Là. Ah, on a fait des bons coups, ça c'est évident, tu sais, puis avoir des produits dérivés, des swaps, qui font en sorte qu'on se protège contre la fluctuation des prix de l'essence. T'sais, nous, on va fixer le tarif, puis c'est comme une police d'assurance pour nous. On est certain que s'il arrive un incident durant la pandémie, par exemple... Guerre en Irak, guerre en Iran, oui. Donc, des situations géopolitiques, peu importe, sur lesquelles on n'a absolument pas le contrôle, qui pourraient faire bondir les hausses de carburant, ben nous, on n'est pas affecté, en tout cas à court terme là-dessus. Et évidemment que ça nous aide. Et c'est pas toutes les sociétés de transport qui peuvent se permettre ça ou qui ont l'organisation qui leur permet de réaliser ça. Ça prend un volume d'achat très important. Donc, c'est souvent seulement les grosses sociétés de transport. Puis la STO, on est une moyenne société de transport, mais on se donne des outils pour, comme une grosse société de transport où est-ce qu'on va faire des gros volumes d'achat et ultimement, c'est avantageux pour nous comme dans cette situation-là. On pense au tramway, bon, qui n'aura pas lieu dans les prochaines années. On s'entend, là, ça prend quand même du temps. Est-ce qu'on pense augmenter le service du côté de l'ouest de la ville? Parce que là, on se dit, mettre un autobus en place ou rajouter un autobus sur une ligne, c'est un petit peu plus facile. Facile, on demande guillemets, évidemment. Mais est-ce que c'est un plan qu'on pense à la STO de dire, regarde, tant qu'on n'a pas le tramway, on va augmenter le service parce qu'il y a vraiment réellement un besoin là? Il faut être très clair, là, du service, ça se paye. Présentement, à la STO, on est vraiment au maximum de la capacité du service qu'on est en mesure de livrer avec les revenus qu'on perçoit. Et je vous donne un exemple qui tout le monde se rappelle. En 2024, à peu près à ce temps-ci de l'année, justement, on avait pris une décision de mettre en place une nouvelle taxe. Très, très, très impopulaire, j'en conviens. Et encore aujourd'hui. Oui, absolument. Oui. Ça nous avait permis de rajouter 19 000 heures sur le réseau par année, cette taxe-là. Et politiquement, on avait dit que ça valait la peine parce qu'on croyait à cet ajout de service-là, puis on l'avait mis à grandeur du réseau. Donc, plus on rajoute des revenus, plus on est capable de livrer du service. C'est logique, tout le monde comprend ça. Par contre, on est dans une situation présentement où est-ce qu'on a besoin de plus de services encore. Ouais. Et il est très, très clair. Puis ça, là, je suis prêt à le dire sur toutes les tribunes, là, que la ville de Gatineau fait sa part présentement avec une quote-part très importante. Les taxes municipales que les citoyens payent pour le transport collectif, ça ne peut pas aller plus haut que ça. La taxe sur l'immatriculation, c'est saturé également. Moi, vous pouvez avoir ma parole là-dessus. Là, je n'ai absolument pas l'intention de demander une hausse supplémentaire relativement à cette taxe-là. Et les usagers également qui payent un tarif qui est indexé annuellement. Donc, vers où qu'il faut se tourner? Moi, je pense qu'à cette étape-ci, il faut s'attendre à avoir une augmentation de l'offre du gouvernement provincial et de l'offre récurrente dans le financement des opérations. Parce que souvent, on comprend qu'il y a des enveloppes qui sont données, mais par exemple, cette année, c'est avec... le résiduel de l'aide d'urgence de la pandémie qu'on permet de maintenir le service. Mais on anticipe déjà un déficit d'exploitation dans la prochaine année, puis on n'a pas d'indicateurs qui nous permettent de savoir que le gouvernement provincial va être au rendez-vous pour éponger ça. Donc, j'aimerais répondre à votre question en vous disant oui, il faut améliorer le service dans l'Ouest, mais présentement, je suis plutôt en train de vous dire, je ne sais pas si on va être capable de maintenir le service actuel. Parce que là, avec un ticket unique, le plus élevé, on disait au Canada, je n'ai pas vérifié à travers tout le monde du Canada, mais dans les grandes villes, on a un ticket unique qui est très élevé. Bon, évidemment, les gens ont des passes et compagnie, donc ça réduit un peu le coût, mais on ne peut pas aller plus haut que ça, parce qu'à un moment donné, c'est l'offre et la demande. Si on a une offre qui est très, très élevée en prix, les gens ne la demanderont pas, et donc c'est un peu se tirer dans le pied. Absolument. Là, il faut que le gouvernement en mette un peu du sien aussi, là. C'est notre opinion au niveau de la Ville de Gatineau puis au niveau de la STO. Parce qu'on considère que toutes les autres parties prenantes là,
ils ont fait leur part. On a pressé sur le citron là, d'à peu près tous les leviers qu'on avait à notre disposition. Maintenant, il y a des bailleurs de fonds qui doivent s'impliquer dans le financement du transport collectif s'ils y croient pour permettre de bonifier du service en attendant que les projets comme le tramway, comme le Rapibus soient en service, qui vont permettre d'améliorer l'opération du service puis des gains d'efficience. Là. Mais pour l'instant, il n'y a pas de solution magique. C'est des autobus supplémentaires avec des chauffeurs supplémentaires qui vont permettre plus de services, plus de fréquences. Donc, ça prend tout simplement des budgets de fonctionnement qui sont bonifiés. Et à l'heure actuelle, ben, il n'y a pas d'indicateur qui nous permet de savoir que le gouvernement provincial est au rendez-vous pour bonifier les budgets d'opération aux sociétés de transport. Et ça, c'est un problème. Et vous pouvez être certain que moi, en ma qualité de président de la STO, mais également de président de l'Association des sociétés de transport du Québec, j'ai ce rôle-là de porte-parole. Ben, on fait toutes les revendications politiques nécessaires, surtout à l'aube d'une élection provinciale, parce qu'on veut que nos partis provinciaux s'engagent à financer, oui, le niveau actuel de services de transport collectif, mais de financer également toute hausse qui est souhaitée par les villes et les sociétés de transport quand nous, on met de l'argent. C'est-à-dire, nous, on a choisi de faire le choix courageux d'aller taxer les plaques sur l'immatriculation. Est-ce qu'on peut avoir notre contrepartie? Tu sais, un employeur qui va offrir à ses employés de cotiser à un REER, mais lui va compenser, c'est un incitatif. Est-ce qu'on ne pourrait pas s'attendre à la même chose de notre gouvernement provincial? Quand on y croit au transport collectif, les villes, et qu'on met des mesures audacieuses, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une contrepartie pour engager notre ville puis nos gens dans un transport collectif de grande qualité puis offrir plus de services? Les élections arrivent et on a, en tout cas, selon les prédictions, selon les sondages, peut-être que le gouvernement actuel ne sera pas réélu et s'il est réélu, ce ne sera peut-être pas à aussi grande force que là présentement. Est-ce que ça a une incidence sur, si on change de gouvernement, le travail que l'on fait actuellement est pratiquement à jeter à l'eau et à recommencer? Est-ce que c'est ça qui peut se passer? Bien, faut quand même être prudent avec ça. Tu sais, moi, mes partenaires au niveau provincial, le ministre régional, le ministre des Transports, là, c'est avec eux que je transige jusqu'à temps que ce ne soit plus eux. C'est-à-dire qu'ils ont tout mon attention, puis je leur accorde la même importance que si on était en début de mandat, parce que ultimement, c'est eux qui siègent au Conseil des ministres, puis qui vont débloquer des fonds, puis qui sont capables de faire avancer des projets comme le Rapibus. Donc, on travaille en étroite collaboration. Donc, ça, c'est une chose. Par contre, au niveau politique, avec l'Association des sociétés de transport du Québec, c'est certain qu'on va avoir une stratégie préélectorale dans laquelle on va s'assurer que chacun des partis politiques, y compris celui qui est présentement au pouvoir, ait des positions agressives en matière de financement du transport collectif dans leur plateforme pour que la population ait ce choix-là. Il faut que, comme Québécois, on puisse avoir l'option de dire: nous, aux prochaines élections, on va voter en faveur d'un parti qui croit au transport collectif et qui va le financer. Donc, on veut que chacune des entités politiques qui vont présenter leur offre aux Québécois puisse avoir une plateforme qui considère le transport collectif. Et ce nouveau rôle-là, on en parle, ça a été quand même, j'imagine, un cadeau de se faire offrir ça, parce qu'on pense souvent, comme président des associations, Montréal, Laval, Québec, des gros systèmes, mais là, Gatineau, qui est à la présidence, comment ça est arrivé, ce choix-là? Est-ce que c'est un choix, est-ce qu'on t'a proposé ça, ou est-ce qu'on est arrivé... Monsieur Leclerc, vous allez être notre président, puis merci, bonsoir. C'est un choix démocratique entre les présidents des sociétés de transport. Donc, notre association, on forme tous le conseil d'administration, les 10 présidents, et puis on choisit entre nous un président. Moi, j'ai tenté de faire preuve de leadership dès le début en leur offrant ce service-là. C'est non rémunéré pour ceux qui voudraient se poser la question. OK. Donc, totalement bénévole. Absolument, mais par passion et par principe. Moi, j'y crois énormément au transport collectif. Je suis un conseiller municipal qui s'engage en politique parce que je veux améliorer le service de transport collectif. Donc, si j'ai la chance de le faire à l'échelle nationale, c'est certain que je ne vais pas manquer l'opportunité. Et je crois que les autres présidents des sociétés de transport ont vu cette capacité-là en moi d'aller faire les pressions nécessaires auprès du gouvernement, auprès des chefs des autres partis politiques à la veille de l'élection pour faire une bonne représentation. Puis ça, c'est important de le faire en complémentarité puis en appui avec les autres sociétés de transport plus petites et plus grandes. Montréal,
c'est l'actionnaire majoritaire de notre association. Je le dis de même en guillemets, là, parce que ça reste une association. C'est les plus gros aussi, là, puis de loin. Là. Leur quote-part est plus grosse, leur contribution à l'association est plus grosse que tous les autres. Fait que facilement, la STM pourrait souhaiter prendre un plus gros contrôle, mais je pense que de leur démontrer que non, à Gatineau, là, on est une société de transport de taille moyenne. On est capable de comprendre vos enjeux. On a un tramway, un rapibus sur lesquels on est en train de travailler. Ça peut ressembler au projet structurant que vous avez, mais Saguenay, Lévis, Sherbrooke, on est dans le même bateau aussi. On a des enjeux avec du rural, puis on a du transport collectif qui va ressembler à du transport à la demande que vous offrez chez vous avec Buckingham Massamanger. Fait qu'on on a une société de transport qui a des similarités à peu près avec tout le monde. Puis il y a assez diversifié aussi. Là. C'est ça. Je me suis servi de ça pour montrer du leadership et montrer que j'étais en mesure d'avoir une posture qui pourrait rassembler chacune des sociétés de transport vers 2-3 messages prioritaires et qu'on est capable de bien amener face aux politiques des autres paliers de gouvernement. Est-ce qu'on a les mêmes enjeux? Non, définitivement. Il y en a qui se rassemblent. Je vous donne l'exemple qui est le plus facile, c'est qu'on a tous le même bailleur de fonds qui est le gouvernement du Québec. Ouais. Donc, c'est sûr qu'on va souvent avoir les mêmes revendications. Par contre, on a tous des bailleurs de fonds différents qui sont notre propre municipalité. Nous, à Gatineau, on a fait le choix d'y croire au transport collectif et on a investi pour augmenter l'offre de services. C'est vraiment pas le cas dans toutes les autres municipalités. On a des territoires plus ruraux, plus urbains. Donc, moi, d'ailleurs, à cet effet-là, je vais faire une tournée du Québec, là, aller visiter l'ensemble des sociétés de transport avec le président, le directeur général, puis on va monter un livre blanc en vue des élections qui s'en viennent pour recueillir l'ensemble des besoins et faire un cahier de propositions pour toutes les partis politiques au niveau provincial qui vont avoir une plateforme et qui va toucher au transport collectif. Donc, notre objectif, c'est d'avoir une influence sur ce qui va être proposé. Puis, ma démarche d'aller à la rencontre va permettre justement d'aller cibler les besoins dans chacune des villes. De mettre les pieds sur le terrain et de voir l'ampleur du défi à accomplir, j'imagine que ça va être plus facile après ça d'aller dire oui, OK, on l'a vu, c'est ça que ça nous prend, c'est ça que ça prend, puis le gouvernement du Québec réagissait. Ah ben, je pense que les citoyens de Buckingham qui me connaissent, ils vont me reconnaître là encore plus. Tu sais, moi, je suis un gars de terrain qui aime ça, aller constater par moi-même qu'est-ce qui se passe. Donc là, dans mon rôle au niveau national, c'est certain que c'est ça mon objectif. Je veux être surpris par ce que je vais voir puis ce que je vais entendre de la part de chacune des sociétés de transport. Donc, quand je vais me rendre à Saguenay, quand je vais me rendre à Sherbrooke, mon objectif, là, c'est pas juste de rester enfermé dans un petit bureau puis de jaser de 2-3 dossiers qui ressemblent à ceux de Gatineau. Là. Je veux comprendre leur réalité. Puis, au final, quand on va compiler l'ensemble des besoins, ben, on va être en mesure de dire, ben, écoutez, ça, c'est vraiment unique à vous, ça, c'est vraiment unique à vous, mais ça, on se rejoint vraiment, finalement, à certains endroits et on est capable d'avoir une voix commune, une voix forte qui cible précisément là où on doit intervenir et c'est ça qui va faire en sorte qu'on va avoir ultimement un gouvernement dans les prochaines années qui va répondre aux besoins des sociétés de transport collectif et aux besoins des Québécois et des Québécoises. Quand on va à Québec, est-ce qu'on a l'impression d'être écouté? Parce que là, je me dis, avec les récents développements, on a l'impression qu'on nous prend pour des juniors en nous disant « Non, vous n'êtes pas capables, c'est nous autres qui va... Non, nous autres, on est meilleurs que vous autres. Là. Gatineau, là, dans votre coin, puis nous autres, on va s'occuper de ça parce que nous autres, on connaît ça. » Est-ce que c'est un peu l'impression qu'on a quand vous faites des revendications? Ben, quand on fait des revendications comme ça, là, il faut mettre son orgueil de côté parce que c'est vrai que c'est fâchant. T'sais, nous, on prétend avoir l'expertise à la STO pour mener un projet comme le tramway, puis c'était pas notre choix. Par contre, est-ce qu'on va se croiser les bras puis arrêter de collaborer alors qu'on croit dans ce projet-là? Puis le gouvernement, ce qu'il dit, c'est que lui aussi, il croit. Mais l'approche est différente. Ben non, on va collaborer. Puis c'est exactement ce que je suis allé faire cette semaine à Québec. Je suis allé m'asseoir avec le ministre des Transports, le ministre régional, puis oui, j'ai senti que j'étais écouté parce que au final, ce que je retiens le plus de notre discussion, là, c'est qu'on a un gouvernement qui veut faire avancer le Rapibus et qui veut donner une direction au tramway pour que ça soit un succès éventuellement, ce projet-là. Fait que c'est sûr que parfois, sur les moyens, là, on va avoir des prises de bec. On l'a vu dans les médias dans les dernières semaines. Oui, absolument. Ça s'est réchauffé un peu, mais ultimement, l'important, c'est de faire comme j'ai fait cette semaine. C'est de laisser certaines choses de côté et de dire là, il faut qu'on s'assoie. Il faut qu'on discute.
ultimement, c'est des gens qui ont été élus, qui veulent la même chose pour nos citoyens à Gatineau puis partout ailleurs au Québec. Ils veulent que les projets avancent. Ils ont d'autres contraintes que nous, on ne vit pas nécessairement, des contraintes budgétaires, des contraintes relativement aux besoins qui sont ailleurs sur le territoire. Donc, il faut qu'on s'assoie, qu'on leur comprenne, qu'on leur fasse comprendre nos besoins, qu'on comprenne aussi les leurs, puis ultimement, qu'on arrime nos demandes parce que si on a les mêmes objectifs, bien, il faut qu'on les atteigne. Il y a juste 24 heures dans une journée. Comment est-ce que les citoyens de Buckingham peuvent dire « Oui, oui, notre conseiller est là pour nous » parce que, bon, à la STO, avec le mandat de la présidence, bien, il ne doit pas avoir de temps pour nous. Comment est-ce qu'on conjugue tout ça? Oui, puis je suis vraiment content que vous me posiez la question parce que c'est sûr que ça vient. Puis ces questions-là, moi, je suis persuadé là, que les citoyens qui sont représentés, que ce soit au municipal, au provincial, au fédéral, par un élu qui se dévoue dans son rôle, qui va chercher un poste de ministre, qui va chercher un poste de responsable, qui va chercher une fonction supplémentaire, sont les plus gagnants de ça. Puis, pas parce que, tu sais, moi, à la STO, je vais vraiment juste travailler pour que Buckingham aille sa part. Puis, non, j'ai un rôle grande ville. Puis, je l'assume pleinement. Là, objectivement, oui, j'ai une considération pour Buckingham. Mais quand je suis président de la STO, là, je suis président pour l'ensemble de la ville. Sauf que, il y a quand même un élément d'expérience, il y a un élément de réseau aussi, de contact, il y a un élément aussi de crédibilité face à ça qui vient naturellement à force d'occuper des fonctions de ce type-là. Et quand un élu prend de l'expérience de cette façon-là, développe des contacts, s'en va à Québec faire des... Tu sais, puis j'ai pas parlé de Buckingham là, dans ces rencontres-là, là, mais je deviens un élu qui est de plus en plus en mesure de faire bouger des choses. Et quand va venir le temps d'avoir une solution à trouver à Buckingham, ben je vais développer un réseau qui va me permettre d'agir le plus concrètement possible, le plus rapidement possible. Puis moi, j'y crois beaucoup à ça. Donc, il ne faut pas avoir... tu sais, l'expression être né pour un petit pain, il ne faut pas avoir peur de ces fonctions-là quand notre représentant à nous, notre député, notre conseiller, a des fonctions qui sont plus grandes parce que, ultimement, moi, je suis convaincu que les citoyens du secteur concerné en sont toujours les plus gagnants. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour cette édition numéro 44 de Studio Libre. J'aimerais remercier mon invité d'aujourd'hui, M. Edmond Leclerc, conseiller du secteur Buckingham. Et je vous rappelle que nos émissions sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Nous avons également notre groupe de discussion Facebook TVC Basse-Lièvre, entre parenthèses officiel, auquel vous pouvez vous abonner pour des nouvelles un peu plus au quotidien de la TVC. On va poursuivre cette entrevue lors de la prochaine émission. Et moi, il ne me reste qu'à vous dire bonne journée et on se revoit pour un autre Studio Libre.